Bonjour tout le monde, c'est Pamela, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, tout va bien. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, j'ai repris le travail la semaine passée. Enfin, repris le travail, j'étais déjà retournée au travail, mais disons que c'était la rentrée scolaire pour les élèves après les vacances de Noël. Donc j'ai été pas mal occupée. Surtout qu'en ce moment, c'est bientôt la fin de l'année scolaire au Japon, donc on est pas mal occupé par la préparation de tests, la notation des élèves, et dans le même temps, on doit aussi préparer des examens d'entrée pour le recrutement des nouvelles élèves qui vont commencer l'année scolaire en avril. Donc je suis pas mal occupée, mais j'ai quand même trouvé le temps de lire, donc ça va plutôt bien. Pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler non pas de mes dernières lectures, qui sont d'ailleurs en train de s'empiler là sur un coin de mon bureau, mais j'aimerais vous parler de littérature japonaise ancienne. Alors, par littérature ancienne, j'entends des ouvrages qui ont été écrits avant, disons, le 15e siècle. Alors pour cette introduction, si jamais vous ne connaissez pas ce type de littérature, j'ai choisi de vous proposer deux ouvrages qui sont relativement faciles à appréhender et qui vous permettront d'entrer bien, je pense, dans cette littérature qui est si particulière. C'est parti. Conte d'Issei, en japonais Issei Monogatari, n'est pas, contrairement à ce que son nom indique, un recueil de contes, mais un recueil de poèmes. C'est un tout petit ouvrage, vous voyez, et il compte au total 209 poèmes qui sont répartis en 125 histoires courtes. Alors, quand je dis courtes, ce sont des histoires qui font entre 1 et 4 pages, 4 pages étant d'ailleurs l'exception. La majorité des histoires font une page. Pour vous expliquer un petit peu la structure d'une histoire, on a tout d'abord une introduction qui nous présente le contexte dans lequel le poème a été écrit. Ensuite, on a le poème lui-même, éventuellement un poème en réponse à celui-ci. Et puis parfois, mais pas toujours, à la fin, on a une courte conclusion sous forme un petit peu de morale de l'histoire qui nous fait penser un petit peu à une fable de La Fontaine et qui sont parfois assez rigolotes. Alors, la plupart des poèmes traitent des aventures amoureuses de Ariwara no Narihira, un noble qui est né il y a tout juste 1200 ans, en 825. Alors, qui a écrit les poèmes de Conte d'Issei? Évidemment, c'est difficile de le savoir, ce sont des poèmes très anciens, mais les spécialistes pensent que Narihira lui-même serait l'auteur d'une bonne partie d'entre eux. Quand ce recueil a-t-il été compilé? Quand les histoires ont-elles été rédigées? Là encore, nul ne le sait, mais on a encore des spécialistes de la question pour nous aider. Et ils situent en fait la rédaction de ce recueil au début du Xe siècle, disons entre 900 et 950. On est donc en face d'un recueil qui a plus de 1000 ans, et c'est ça que je trouve absolument fascinant. Donc même si à la fois temporellement et culturellement, Conte d'Issei est éloigné de nous, il est quand même facile d'accès parce qu'il va traiter de thèmes universels, notamment l'amour, mais aussi la nature ou encore la tristesse d'être séparé de ses amis suite à un déménagement. La majorité des poèmes traitent quand même d'amour et souvent ce ne sont pas des amours heureux, ce sont des amours contrariés. Par exemple, la personne aimée ne vous aime pas en retour, ou ça traite de séparation, d'infidélité, parfois de gros râteaux. Dans l'ensemble, les poèmes, ils sont assez faciles à comprendre et comme je vous l'ai dit, les anecdotes qui les accompagnent font parfois sourire. Et quand on lit ces petites histoires, ben, on se dit que malgré 1000 ans qui ont passé, l'être humain n'a pas tellement changé quand il est question de sentiments, surtout de sentiments amoureux. Alors, pour illustrer un petit peu mes propos, je vais vous lire trois poèmes qui m'ont particulièrement plu. Les deux premiers concernent l'amour et le dernier, c'est c'est l'histoire d'un homme en fait qui doit déménager et qui donc doit s'éloigner de ses amis. Alors, on va commencer par le premier poème amoureux que j'ai aimé. C'est le poème, il y a deux poèmes en fait, c'est l'histoire 20. Jadis, un homme ayant vu une femme en Yamato se lia avec elle. Or, quelque temps après,
comme il avait un emploi à la cour, il repartit pour la capitale. Sur son chemin, il cassa une très jolie branche d'érable. On était alors dans la 3e lune, et l'envoya à la femme avec ces mots. La branche que j'ai cassée pour toi, bien que nous soyons au printemps, a pris de l'automne une teinte vermeille. Quand il fut revenu à la capitale, cette réponse lui parvint. En un temps si court, un tel changement de couleur se serait-il produit? Dans votre village, le printemps ne paraît pas régner. Alors là, clairement, on a affaire à un homme qui a donc eu une aventure amoureuse pendant qu'il était en province. Et puis une fois qu'il rentre à la capitale, en gros, il dit à la femme, c'est plus le printemps, c'est l'automne. Sous-entendu, notre histoire est terminée, ça s'arrête là. Et à la réponse de la dame, on voit très bien qu'elle a bien compris ce qui lui était dit. Un autre poème d'amour, c'est le poème qui se trouve à l'histoire 74. Le voici, très court celui-là. Jadis, un homme qui était très fâché contre une femme écrivit ce poème. Quoiqu'il n'y ait pas de montagnes escarpées empilées entre nous, nombreux sont les jours où nous ne rencontrons pas. Et pourtant, je continue à vous aimer. Voilà, donc lui aussi, là, c'est pas la femme qui est déçue, c'est l'homme qui est déçu. Enfin, le dernier poème que j'aimerais vous lire, c'est celui de l'histoire 11. Il est très court aussi. Jadis, un homme qui était parti vers l'est composa en route ces vers qu'il envoya à ses amis. Ne m'oubliez pas, même si je suis parti aussi loin que les nuages. Lorsque dans le ciel la lune aura achevé son parcours, nous nous reverrons. Voilà, c'est plutôt sympathique. Puis vous voyez, c'est très court, c'est très très facile à lire. Vous pouvez très bien décider de lire une vingtaine d'histoires. Si par exemple je prends les 20 premières histoires, ça fait, oui c'est ça, ça fait exactement une vingtaine de pages. Donc vous pouvez très bien lire une vingtaine d'histoires, laisser le recueil de côté, passer à autre chose, puis y revenir par la suite. Vous n'aurez pas perdu du tout le fil, puisque c'est pas une histoire qui continue. En fait, tous les poèmes, toutes les histoires sont indépendants, même si Nalihila et aussi d'autres personnes sont des personnages récurrents de chaque histoire. Donc c'est un tout petit recueil, les histoires sont courtes, les poèmes sont faciles à comprendre, donc moi je trouve qu'il est vraiment idéal si vous débutez dans la littérature ancienne japonaise, et donc je vous le recommande fortement. La prochaine œuvre que je vous suggère si vous débutez en littérature ancienne japonaise, c'est celle-ci, le journal de Sarashina. Alors, le genre journal, en japonais Nikki, a été attribué à 7 œuvres anciennes, dont 6 ont été rédigées par des femmes. Il y en a un seul qui a été rédigé par un homme, il est ici, j'ai vraiment du mal avec ma droite et ma gauche. Ici, le journal de Tosa, celui-là a été rédigé par un homme qui, par ailleurs, prétend être une femme dans son introduction. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, les journaux ont été rédigés en langue japonaise, alors qu'à l'époque qu'ils ont été écrits, un homme se devait d'écrire en chinois. Donc voilà, donc pour justifier un petit peu son entreprise d'écriture en langue japonaise, il se fait passer pour une femme. Les 6 autres, je vous l'ai dit, ils ont été rédigés par des femmes. Certaines d'entre elles sont des femmes de lettres connues, comme par exemple Izumi Shikibu, qui était une poétesse, ou encore Murasaki Shikebu, qui est l'autrice du gros truc ici, là, vous le voyez, voilà, le Di du Genji. Le Di du Genji, c'est le grand classique de la littérature japonaise. Il est considéré comme le premier roman psychologique au monde. Et pour moi, je vais vous le montrer un petit peu pour que vous voyez à quoi il ressemble. Pour moi, c'est, vous voyez, le pavé. Pour moi, c'est vraiment le boss de fin de la littérature japonaise. Il y a plus de 2000 pages là-dedans. Voilà. Et puis en plus, l'histoire est hyper compliquée avec beaucoup de personnages et tout. J'aimerais beaucoup cette année le relire. J'ai lu il y a plusieurs années. J'ai pas tout compris. J'étais pas dedans vraiment. Donc, comme challenge, cette année, j'aimerais bien le relire, le Di du Genji. L'autrice de notre journal, le journal de Sarashina, elle n'est pas célèbre, et d'ailleurs on ne sait
même pas son nom, on ne connaît pas son nom. Par contre, Sarafina, c'est pas son nom, c'est un titre qui a été donné par la suite au journal. Même si on ne connaît pas son nom, on connaît beaucoup de choses de sa vie parce que son père et son frère étaient des fonctionnaires importants du gouvernement, donc leur vie est bien documentée. Par là même, la sienne est bien documentée aussi. Et puis, elle nous a laissé son journal qui nous raconte les dates importantes de sa vie. D'ailleurs, son journal, c'est, il me semble, le plus long. Enfin, il couvre la période la plus longue. Par exemple, le journal de Murasaki Shikibu, il me semble qu'il couvre 2 ans de la vie de l'autrice, tandis que celui d'Izumi Shikibu couvre même pas 1 an, 10 mois je crois. Celui-ci c'est 40 ans. 40 ans c'est quand même pas mal. Alors, le journal débute par un récit de voyage. L'autrice a alors 12 ans et elle s'en revient avec son père à la ville. Donc par là, entendez la capitale, Kyoto. Elle revient et elle raconte en fait tout ce qu'elle voit sur la route, elle relève des anecdotes de voyage, elle compose quelques poèmes. Elle a seulement 12 ans, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, une fois qu'elle est rentrée à la ville, alors elle n'a qu'une obsession, c'est se procurer des romans. Des romans, c'est-à-dire des dits. Et son vœu va se réaliser par l'intermédiaire d'une tante qui va lui fournir, elle écrit 50 livres du dit du Genji, celui-là, le boss de fin. Là. Donc, au-delà du témoignage intéressant qu'elle nous donne par rapport à son intérêt pour la lecture, c'est un témoignage historique hyper important parce qu'on est quelques années après la mort de Murasaki Shikibu, l'autrice du dit du Genji, et donc on sait que quelques années après sa mort, le dit du Genji était connu, qu'il circulait, et aussi qu'il était complet, puisqu'elle parle de 50 volumes. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a certains spécialistes de la littérature ancienne japonaise qui ont émis des doutes sur la dernière partie du dit du Genji, disant que ça n'a pas été écrit par Murasaki Shikibu, mais que ça a été écrit après. Et grâce au journal de Sarashina, on sait que ce n'est pas le cas, on sait qu'il était complet quelques années après la mort de Murasaki Shikibu et qu'il circulait, comme je viens de vous le dire. Alors ensuite, dans la vie de notre jeune fille, il arrive un grand malheur quand elle a 16 ans. Sa sœur aînée meurt en accouchant. Alors là, on la sent vraiment triste, elle a plus trop d'intérêt pour la lecture. Et puis après, voilà, ça commence en fait une vie un peu morne pour elle, entre une mère qui est trouillarde et qui lui refuse un voyage de 2 jours pour aller faire un pèlerinage, et un père qui se retire finalement des affaires, un peu déçu de ne pas avoir eu la promotion euh, qu'il s'estimait en droit d'avoir. Donc elle est coincée un petit peu par ses parents, elle a un mari aussi, elle en parle très peu. Donc sa vie, elle n'est pas malheureuse, mais elle n'est pas épanouie, disons. Et pourtant, elle avait beaucoup de rêves. Elle avait beaucoup de rêves. Je vais vous lire un petit passage du livre que je trouve super émouvant. On le trouve page 52. Voilà, je vais vous lire. Elle nous parle de ses rêves, en fait, de son rêve d'être une héroïne du dit du Genji. Ainsi passais-je mon temps à ces occupations futiles, et quand par aventure j'allais faire mes dévotions à quelque sanctuaire, ce n'était certes point avec le ferme dessein de devenir semblable à tout le monde. En ce temps-là, les jeunes gens, dès leur 17 ou 18e année, lisaient les Écritures, s'exerçaient aux pratiques dévotes, mais moi, je ne me souciais guère de choses pareilles. Pour autant que je me souvienne, je ne faisais que me raconter des histoires. Qu'un homme d'un signe parage, qui serait aussi beau et distingué que l'est dans le fameux dit Genji le radieux, viendrait, ne fût-ce qu'une fois l'an, me rendre visite. Qu'à l'instar de la demoiselle à la barque errante, je vivrais caché dans la montagne, à contempler les fleurs, les feuillages rutilants, la lune, la neige, cependant que des lettres admirables, impatiemment attendues, de temps à autre viendraient me distraire de ma poignante solitude. Et j'en venais à croire que tout cela pouvait arriver. Alors, je vais vous divulgacher un petit peu la fin, ça n'arrivera pas malheureusement pour elle. Ses rêves ne se réaliseront pas, ça va vraiment rester une vie, comme je vous l'ai dit, pas vraiment exaltante, morne. Alors, si j'ai choisi de vous suggérer ce journal plutôt qu'un autre, c'est tout simplement parce qu'il m'a
émue. Tout d'abord, la passion que l'autrice exprime quand elle est petite pour la lecture. Moi, ça m'a particulièrement touchée parce que, d'autant que je me souvienne, moi aussi, j'ai toujours adoré la lecture. Donc, je me suis sentie proche d'elle. Les autres passages qui m'ont beaucoup touchée, c'est tous les passages où elle nous parle un petit peu de sa déception, de son amertume, de ne pas avoir une vie plus trépidante que ce qu'elle a. Et parce qu'en fait, on la comprend vraiment, c'est une femme, en la lisant, on le devine, elle est intelligente, elle est indépendante, elle est moderne, mais comme je vous l'ai dit, elle est coincée entre des parents qui sont finalement pas très encourageants pour elle. Elle va obtenir un emploi à la cour contre l'avis de ses parents, elle va y aller. Et puis finalement, ses parents vont tout faire pour qu'elle revienne, et puis ça va pas durer longtemps. Alors elle qui se rêvait d'une héroïne aimée par Genji le radieux, finalement tout ce qu'elle aura eu dans sa vie, c'est une petite amourette, quelque chose de platonique à l'époque où elle travaillait à la cour. Ça n'a pas duré longtemps et puis ça s'est limité à quelques poèmes. Elle a un mari, je vous l'ai dit, et puis bien qu'elle exprime sa tristesse à la mort de son mari, on sait bien par d'autres passages que c'était pas vraiment la bonne entente entre les époux. Alors, cette vie un petit peu difficile, ça fait qu'on se sent proche d'elle. Ça pourrait arriver à certaines personnes. En gros, on a envie de lui dire oh, tu méritais tellement mieux, c'est tellement dommage. Voilà. Donc, c'est un joli journal, très émouvant. Et je le trouve vraiment bien aussi, là encore, pour débuter dans la littérature ancienne japonaise. D'ailleurs, si vous vous intéressez au genre journal, sachez qu'il existe ce petit livre qui regroupe le journal de Sarashina, le journal d'Izumi Shikibu et le journal de Murasaki Shikibu. Alors, si ça vous intéresse, procurez-le, c'est chez Piquet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'espère surtout qu'elle vous aura permis de découvrir la littérature ancienne japonaise si vous ne la connaissiez pas et de susciter chez vous ne serait-ce qu'un petit intérêt pour ce genre de littérature. Si jamais vous avez d'autres œuvres concernant la littérature japonaise classique à nous recommander, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour n'importe quoi, en fait. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Matane.